j'aimais plutôt le shopping. Donc, quand j'entrais dans un magasin, ben, j'achetais tout ce que je voyais qui pouvait, que ce soit de ma morphologie, pas de ma morphologie, c'était joli et puis j'ai acheté. Je me rends compte que je ne sais pas où mon argent part. Ah, ça c'est compliqué. Voilà, parce qu'en fait, au final, je ne sais pas. Mm. Je sais que je l'ai dépensé, Oui. mais pourquoi? Si j'allais à cet anniversaire, ben, le reste de l'année, je serais allée nulle part. Et donc, j'ai dit, bon, moi, je ne peux pas venir. Bien sûr, tout le monde était étonné. Pourquoi tu ne viens pas? Patrick, à quel moment est-ce que tu as le déclic pour reprendre en main tes finances? Alors, je pense que c'est lorsque je me suis rendu compte que à plusieurs reprises, j'étais obligée d'aller chez des amis pour faire des courses dans leur frigo ou dans leur congélateur. Et pourtant, eux, ils gagnaient moins bien leur vie que moi. Et donc, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Il n'est pas normal que, avec le salaire que j'ai, je ne sois pas en mesure de tenir jusqu'à la fin du mois et j'ai besoin d'aller chez des personnes qui, en principe, ont moins ou devraient plutôt être. Enfin, je pense que je me disais que ça aurait dû être le sens inverse. Inverse. Et tu Voilà. touchais à peu près combien? Alors, j'étais jeune professionnelle, donc c'était dans la tranche de, en net 2500 euros à peu près. Ce qui n'est pas mal, hein, pour un début Pour de un carrière. début de carrière, j'avais pas de charge, enfin, j'étais à ma propre charge, mais plus que ça, en fait, je n'avais pas. Et ça dure combien de temps? D'abord, même, comment est-ce que tes amis réagissent à chaque fois à venir fouiller dans le frigo? Alors, j'ai la chance d'avoir enfin, dans le monde normal, on dira des amis, mais ils sont devenus plus ma famille que des amis. Et donc, en fait, ils n'avaient pas de soucis avec. C'était normal, on en rigolait. Parfois, on se disait, ah, bah, ok, j'ai acheté un peu plus pour toi parce que je me suis dit que tu allais passer. En fait, on le prenait, en fait, comme une réalité de la vie, en se disant que, ben, on peut avoir un moment difficile. Et voilà, je pense que pour mes amis, ils se disaient peut-être que je traversais quelque chose et c'est pour ça, en fait, que voilà, j'avais besoin d'avoir recours à eux. Et pourtant, enfin, je ne traversais rien de particulier. Mais toi, à quel moment est-ce que tu te dis, non, en fait, il y a un problème? Je pense que j'ai eu le... Je pense que je suis dû aller 2 mois de suite chez la même amie. Et puis, je me suis dit, il y a un truc qui... Voilà, stop. Prends le temps de t'arrêter un moment et de comprendre pourquoi ça arrive. Et puis, je me suis dit, ok, ça fait déjà 2 fois que tu es partie. Il y a peut-être un truc qui cloche. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais ça arrive au bout de combien de temps quand tu commences à travailler? Est-ce que c'est dès que tu as ton premier emploi, au bout de 2 mois, 3 mois, tu commences à te rendre compte que c'est compliqué? Non. Ou ça arrive longtemps après? Ça arrive, je dirais, 9, 10 mois plus tard. Enfin, après que j'ai eu mon premier emploi, parce que faut dire que les premiers mois d'un nouvel emploi, ayant été étudiante, bon, on ne réfléchit pas trop sur l'argent qui arrive, on est plutôt contente. Enfin, on a un peu. Oui. Mais je pense que c'est des mois plus tard où que je me suis rendu compte, en fait, que voilà. Mais tu faisais quoi avec ton argent? Bonne question. Je dirais que la première chose, c'est que j'ai essayé de m'acheter ou de m'offrir, en fait, tout ce que je n'avais pas pu m'offrir lorsque j'étais étudiante. Ça, de facto. Comme quoi, par exemple? Je me suis acheté un MacBook que je n'ai pas vraiment utilisé parce que j'étais plus confortable avec tout ce qui est Android. Donc, du coup, le système, c'était pas pour moi. D'accord. Mais étant étudiante, voilà, presque tout le monde en avait un. Ça semblait facile à utiliser. Je ne dirais pas que j'ai forcément suivi la mode, mais je me suis dit aussi que c'était certainement plus pratique parce qu'on en vendait tellement. C'est ce qu'on nous vend. Hein. Voilà. J'avais pas réfléchi à plus que ça. Et c'est des choses en fait que j'ai achetées. Ou le sac à main que je ne pouvais pas m'offrir quand j'étais étudiante parce qu'il était trop cher. Voilà, donc en fait, j'ai essayé de combler en fait tout ce que j'aurais souhaité avoir quelques années avant et que je ne pouvais pas. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler argent. Et pour cela, on reçoit Patrick. Patrick a choisi de nous partager aujourd'hui la relation qu'elle a eue avec l'argent. Elle va nous dire par quoi est-ce que ça a commencé, vous l'avez vu juste avant, comment est-ce qu'elle se comportait avec son argent, qu'est-ce que ça lui a appris
mais aussi nous enseigner des clés pour nous-mêmes comprendre notre propre relation avec l'argent. Forte de son expérience, elle a même écrit un livre qu'elle va nous montrer tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de nous partager cela? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous le même fardeau et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Patrick. Bonjour Florence. Bienvenue sur Résonance. Merci. Sur Résonance, on a un petit rituel quand on commence. C'est de compléter une phrase. Ok. Et la phrase que j'ai pour toi, elle dit ceci. Ce que les gens ne savent pas sur ma relation avec l'argent, c'est qu'elle a été difficile. Mais ça tombe bien parce que c'est ce que tu vas nous partager. On est honorés. Donc c'est ce qu'on va découvrir avec toi. Et est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? D'accord. Donc, je suis Patrick Nonoabé, je suis mathématicienne de formation et depuis plusieurs années, je travaille aussi comme consultante en gestion de finances personnelles, particulièrement pour les femmes issues de l'immigration parce que je pense qu'on a besoin d'une approche différente de ce qui est déjà fait à cause justement de notre double culture. En ce qui concerne l'argent, on a toujours, en venant de nos pays respectifs, de nos familles respectives, on a une éducation qui n'est pas toujours la même que celle que nous retrouvons dans les pays où nous sommes maintenant. Donc du coup, il y a ce caractère culturel à prendre en compte et c'est pour ça en fait que c'est pour moi en fait ce que j'ai choisi. Je parlais tantôt de relations émotionnelles avec l'argent, mais effectivement l'aspect culturel interroge. Ouais. Quand tu commences à travailler, donc tu as fini tes études, vie active, tout va bien, comment est-ce que tu budgétises tes finances? Alors, j'avais pas de budget, je ne budgétisais absolument rien. Je savais combien mon loyer me coûtait, combien les charges fixes me coûtaient. Et donc, dès que je savais que de toutes les façons, avec mon salaire, c'était réglé, et donc le reste, en fait, c'était juste à dépenser. J'avais pas de ligne claire, je n'avais pas d'objectif clair. Donc, pour moi, c'était OK, l'argent est là. Je savais que les factures sont payées. Et puis, parce que je savais effectivement que tout ce qui est facture fixe, on va dire le 10 du mois, tout est payé. Donc, du coup, à partir du 10, tout ce qui est dans mon compte, en fait, je peux le dépenser comme je veux. D'accord. Et il pourrait arriver que tu passes en découvert? Il pouvait arriver, oui, que je passe en découvert, mais ça aurait certainement été 200 €, 300 €, voilà. Je pose la question parce que le découvert peut facilement nous alerter plutôt que l'idée de dire aller piocher chez une amie. Parce qu'on peut se dire, bof, c'est la famille, c'est le quotidien, en fait, Ouais. ça ne nous titille pas tant que ça. Alors que passer en découvert, avoir le stress que la banque nous facture des frais en plus, ça peut interpeller. Ça peut interpeller si tu ne sais pas que dans un jour ou deux, tu auras encore un salaire qui va couvrir ton découvert, donc en fait, tu n'as pas de problème. D'accord, je comprends. Je savais que même si j'étais en découvert, quelques jours plus tard, j'aurais eu mon salaire et donc en fait, ça aurait été une histoire passée, quoi. J'aurais pas eu forcément un problème vu que l'argent serait venu. D'accord. Et tu parlais avec tes propres mots de relations, enfin de ce qu'on ne savait pas, avec ma question d'entrée, sur ton histoire avec l'argent, c'est qu'elle a été difficile. Est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce qu'elle a été difficile finalement? Difficile dans le sens où au départ, je n'avais aucune relation avec l'argent. Pour moi, c'était l'argent, j'en gagne et j'en dépense, en fait, c'était tout. Je n'avais pas... ça ne me disait pas forcément grand-chose d'avoir ou de ne pas avoir d'argent. Pour moi, c'était juste un outil. C'était juste un outil et je n'avais franchement pour moi c'était bon j'ai de l'argent tant mieux je n'en ai pas c'est pas grave mais en fait pour moi c'est quelque chose de neutre. Je pense que ça c'est ce qui a été un peu qui a fait en sorte que je manque un peu de pas de rigueur mais de pas vraiment faire attention au départ parce qu'en fait pour moi bon c'était là hein. Quand il y en a il y en a quand il y en a pas il y en a pas. Il y en a pas. Et donc quand tu prends conscience avec tes amis qu'à un moment donné il faut arrêter d'aller frapper à la porte. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en premier comme action? J'essaye de comprendre où est-ce que mon argent est parti. Du moins, j'essaye de comprendre où est-ce que mon argent s'en va chaque mois.
Bien sûr, je n'ai pas attendu qu'un mois complet se termine. J'ai d'abord commencé à essayer de me rappeler et de noter, OK, le mois dernier, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dépensé combien pour les courses? Bien sûr, il y a des dépenses dont je ne me rappelais plus et je n'avais pas de facture pour m'aider. Et donc, il y avait pas mal de positions où, en fait, je mettais un point d'interrogation. En fait, je ne me rappelais même plus de ce que j'avais fait avec Tu n'avais l'argent. pas les traces sur ton compte bancaire? Ben, pas forcément, surtout qu'à l'époque, j'aimais avoir de l'argent liquide. Donc, du coup, je ne savais pas forcément où l'argent était parti. Donc, quand tu te mets à noter, à essayer d'avoir une grande idée de où est-ce que ton argent va, qu'est-ce que tu fais ensuite? Je me rends compte que je ne sais pas où mon argent part. Ah, ça c'est compliqué. Voilà, parce qu'en fait, au final, je ne sais pas. Je sais que je l'ai dépensé, mais pourquoi? Même si tu ne sais pas où ton argent va, quelle action ou qu'est-ce que tu fais ensuite pour te dire, bon là, il faut quand même que je fasse attention, la prochaine fois, je vais peut-être noter, la prochaine fois, voilà. Qu'est-ce que tu fais concrètement ensuite? Alors, je décide d'avoir des traces claires de tout ce que je dépense et je décide d'avoir toujours assez, surtout pour les courses, pour ne plus aller avoir à piocher chez les amis. Alors, ce qui fait que la première chose que je fais, c'est de faire des courses pour le mois. J'essaie de réfléchir, ok, j'ai besoin de quoi, de quoi, de quoi. Alors, je fais des courses pour me rassurer que rien ne va manquer sur ce plan dans la maison. Et je commence à prendre mes reçus, à noter et à me dire, ok, au moins à la fin du mois, je saurai effectivement où est-ce que l'argent est parti. Donc, c'était d'abord ça les premières étapes. Comprendre, dès que j'ai compris que je ne savais pas où mon argent partait, donc forcément je le dépensais un ciné par là, un resto par là, un ceci par là, un ceci par là. Je me suis dit, ok, maintenant il faut que je sois plus ordonnée et que j'essaie de comprendre où est-ce que l'argent part. Et au bout de combien de temps tu vas réaliser qu'il y a de l'amélioration? Déjà le premier mois, parce que je n'ai pas eu besoin d'aller chez mes copines. Ça déjà, c'était mon premier succès, je vais dire ça. Oui, de me rendre compte qu'en fait, je peux terminer mes mois sans avoir besoin du soutien de X ou du soutien de Y. Ensuite, je me suis rendu compte que plus je savais où mon argent partait, mieux je pouvais ajuster sur mes multiples envies. Par exemple, je pense que ces années-là, j'avais commencé à revenir au naturel. Et en fait, j'avais des achats de produits de capillaires énormes. Je préfère taire le montant parce que franchement, c'était énorme. Et j'avais plein de produits à la maison qui n'avaient pas forcément matché avec ma texture de cheveux. Et donc, du coup, c'était là. En fait, c'était de l'argent posé. Et donc, du coup, j'ai compris qu'ok, n'achète pas tout. Ce dont tu as besoin, nécessairement, tu peux l'acheter ou alors tu attends d'avoir terminé ce que tu as avant d'en acheter d'autres. Donc là aussi, c'était une amélioration parce que voilà, ça me faisait quand même économiser pas mal. Et donc en fait, c'était des petits succès comme ça. Je me rendais compte que, ici, j'ai acheté ceci, ou bien j'ai soutenu tel, j'ai fait ceci. Et donc, de plus en plus, je commençais à voir, en fait, c'est par là que ça partait, mais je peux ajuster. Parce qu'en fait, là, je me suis rendu compte qu'en fait, je peux définir combien je dépense, pourquoi. Parce que là, en plus, tu nous as donné quelques éléments. Parce qu'au début, tu nous parlais de dépenser pour te faire plaisir, mais il y a aussi, tu parlais de tes cheveux qui t'ont pris un gros budget. Mais tu viens de dire aussi un autre mot qui a attiré mon attention, soutenir. Donc ton argent, tu le prenais aussi pour aider d'autres personnes autour de toi. Bien sûr. Bien sûr, donc puisque pour moi l'argent n'était qu'un outil, ça veut dire que j'allais pas réfléchir si j'arrivais à aller manger chez mes copines. Forcément, il y a certainement eu des retours d'ascenseur parce que quelqu'un a un besoin. Et puis là, je me dis, j'ai déjà payé toutes mes factures, donc s'il y a de l'argent sur mon compte, pourquoi ne pas aider? Est-ce que tu penses avoir fait certains sacrifices pour pouvoir te reprendre en main financièrement? Des sacrifices, comme on le dirait en mot de sacrifice, peut-être pas vraiment, mais j'ai dû apprendre
à gérer mes envies et toutes les émotions qui sont liées à l'argent. Ça veut dire que c'était il y a quand même pas mal d'années, hein. Donc du coup j'étais encore toute jeune, j'aimais plutôt le shopping. Donc quand j'entrais dans un magasin, ben, j'achetais tout ce que je voyais qui pouvait, que ce soit de ma morphologie, pas de ma morphologie, c'était joli et puis j'achetais. Mais j'ai dû apprendre à freiner toutes ces pulsions en fait. Ou bien les dépenses, je suis un peu frustrée, ben, bon, on va faire du shopping. J'ai dû apprendre à gérer ça. Donc c'est plus dans ce genre. J'ai dû travailler sur moi pour un peu canaliser les énergies, ou du moins pouvoir respecter en fait ce que je m'étais donné comme objectif. Voilà. Il y a une question essentielle. Comment est-ce que tu en arrives au stade de dire que tu vas aider d'autres personnes aussi à gérer leurs finances? Alors, je dirais que lorsque j'ai repris le contrôle de mes finances, j'ai justement adopté une attitude, voilà, qui faisait en fait en sorte que les personnes autour de moi se sont rendues compte que bah, elle gère ses finances, ils voyaient ce que j'arrivais à faire et on en discutait. Alors, pour moi, l'argent n'est pas un sujet tabou, donc du coup, c'est quelque chose dont je parle de manière naturelle avec les personnes autour de moi. Et donc, du coup, les personnes autour de moi ont commencé à se rendre compte que, ah, ben, elle donne de bons conseils, ça peut nous aider. Si on fait un peu pareil, voilà, ça nous aide nous-mêmes. Et au fil des années, au départ, c'était pas forcément quelque chose que j'aurais voulu faire de manière professionnelle. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que voilà, il y avait de plus en plus d'amis qui appelaient, il y avait de plus en plus de personnes qui avaient besoin de conseils. Et puis j'ai dit, ok, c'est bien, mais bon, est-ce qu'on peut pas rentabiliser ça? Et c'est comme ça que, voilà. Et qu'est-ce que ces amis ont observé concrètement chez toi qui a fait qu'ils ont commencé à te questionner, à vouloir faire comme toi? C'était quoi? Déjà la discipline lorsqu'il s'agissait d'argent. Dans un exemple banal, une amie pour son anniversaire a décidé d'aller dans un autre pays pour un week-end. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un budget fixe pour mes vacances. Chaque année, j'ai un budget. Franchement, je suis un petit peu carrée, mais je crois que c'est des formations professionnelles de mathématicienne. Mais j'ai un budget clair. Et le voyage en question était définitivement au-dessus de mon budget. Et ça voulait aussi dire que si j'allais à cet anniversaire, ben, le reste de l'année, je serais allée nulle part. Et donc, j'ai dit, bon, moi, je ne peux pas venir. Bien sûr, tout le monde était étonné. Pourquoi tu ne viens pas? Et donc, j'ai dû simplement leur expliquer que, bon, voilà, c'est au-dessus de mon budget. Et franchement, malgré tout l'amour que j'ai pour elle, c'est impossible parce que ça plombe toutes mes finances et mon année de vacances. Parce qu'on serait allé pour quoi, une semaine et le reste de l'année. Et je pense que son anniversaire, c'est janvier, février. Là. Du coup, voilà. Et donc, c'est clair que sur le coup, tout le monde était un peu vexé. Mais après coup, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, c'est vrai. Parce que quelques temps, ça arrive très souvent, on va en vacances, on revient et puis on n'a plus un rond. Et il y a la rentrée des enfants, il y a ceci, et puis on se rend compte qu'en fait, on n'aurait peut-être pas dû partir. Donc, en fait, c'est cette discipline-là qu'elles ont observée, qui a commencé à les titiller un peu, et elles ont essayé maintenant de comprendre. Généralement, l'entourage veut que ce soit gratuit. Donc, quand tu commences par te dire, je peux gagner de l'argent avec ce savoir-là, est-ce qu'ils acceptent aussi de payer pour? Bon, je veux dire que c'était une pilule un peu difficile à avaler, mais connaissant ma rigueur lorsqu'il s'agit des finances, bon, ils ont compris que, voilà. Et je pense que au départ, pour les proches, il y en a, en fait, ils ne venaient pas forcément en consultation, mais si on se retrouve à un dîner ensemble, bon, on profite pour poser ces questions en douce. Et bien sûr que je vais y répondre. Par rapport à ceux qui venaient même te dire j'ai besoin d'accompagnement. Là, quand tu as commencé à leur dire que c'est payant, ça passait? Ça a été difficile. Je dois être honnête. C'est pas quelque chose qu'ils attendaient. Et
mais je pense qu'ils ont compris, surtout connaissant un peu ma manière de réfléchir. Et je pense que c'est une des choses aussi qui était assez claire pour eux. Je suis, euh, je suis prête à aider, je suis prête à supporter, mais il y a quand même un pas à faire, en fait, de tous les côtés. Tu as dit aussi que tu mettais l'accent sur les femmes issues de l'immigration. Parce qu'il y a un volet culturel aussi par rapport à la relation avec l'argent. D'où est-ce que ça te vient? Comment est-ce que tu en es arrivé à te dire ça? Je dirais que de ma propre expérience, déjà aussi, je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun et je suis arrivée en Allemagne pour mes études. Donc, du coup, j'ai ma famille qui vit encore au Cameroun. Et de manière euh, instinctive, je me suis donné pour mission de les soutenir parce que du plus loin que je puisse me rappeler, personne ne m'a dit aide-nous. Mais de manière culturelle, je pense que pour beaucoup, c'est de se dire, OK, je suis de l'autre côté ou bien je suis maintenant dans une meilleure situation, le moins que je puisse faire, c'est de soutenir. Sauf que dans mon cas, ben, je soutenais en m'oubliant moi. Ben, parce que si je soutiens et qu'à la fin du mois, je ne peux pas manger, il y a un problème. Donc, il y a, dans la culture, il y a beaucoup d'habitudes qu'on a en nous qui sont issues de notre culture, instinctivement, émotionnelles. En fait, parfois, on s'en rend même pas compte. Pour nous, c'est des choses normales. On ne réfléchit pas, on ne pense pas à ça. Et donc, du coup, quand on arrive dans un environnement où, euh, lorsqu'on parle de finances, c'est des fenêtres très carrées, on a du mal en fait. Parce que quand des femmes, je prendrai l'exemple de femmes africaines, quand elles vont peut-être en consultation financière, ben, on va leur parler de choses dont elles n'ont jamais entendu parler venant de chez elles. On ne va pas leur parler de comment ajuster tes finances si tu dois soutenir ta famille, comment, par exemple, malgré tout, continuer de faire certaines traditions. Enfin, au Cameroun, par exemple, le premier salaire est distribué à toutes les personnes qui, de près ou de loin, t'ont aidé à évoluer. Distribué dans le sens où, bon, c'est clair, tu vas payer tes factures, mais en fait, c'est un acte de générosité envers les personnes qui t'ont soutenu jusque-là. Chez nous, de manière, voilà, ça se fait. D'accord. Donc, du coup, si tu vas en consultation, ben, on va te demander mais pourquoi est-ce que tu prends ton argent et tu donnes à des personnes qui, apparemment, n'ont rien fait pour que tu aies le travail en question et pour que tu aies le salaire. Donc, il y a beaucoup de petits aspects comme ça, que ce soit aussi le fait que dans certaines cultures africaines, lorsqu'il s'agit d'argent ou de finances, on ne parle pas forcément aux femmes. C'est des notions qui sont plutôt transmises aux hommes, de telle sorte que beaucoup de femmes, en fait, arrivent, n'ont jamais eu à gérer un centime. Je ne l'aurais pas vu comme ça, j'allais me dire, en fait, que ce soit homme ou femme, c'est pas une éducation qu'on a généralement, parce que même avec, ça va dépendre des milieux sociaux. J'ai l'impression que c'est tout le monde, homme comme femme, de manière générale. Il n'y a pas cette éducation-là, c'est pas seulement propre aux femmes. Et j'irai loin jusqu'à dire que instinctivement, elles arrivent à mieux gérer même que les hommes. De mon expérience, par exemple, dans mon environnement, c'était pas les femmes qui géraient quoi que ce soit. D'accord. Donc, du coup, tout était géré par l'homme de la famille, l'homme de la maison, de telle sorte que moi, de mon expérience autour de moi, il y a très peu de femmes qui étaient en fait des gestionnaires de quoi que ce soit. Bon. Et on va dire que ce sont nos parents, les générations, voilà, une génération au moins avant nous. La question serait plutôt, est-ce que ce savoir instinctif a été transmis? Parce que je parle aux femmes de maintenant, je parle aux femmes de ma génération, qui, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément un processus de transmission de cette connaissance très informelle que nos mamans ont eue, qu'on a eu autour de nous ou vu autour de nous. Il n'y a pas forcément eu de transmission, ce qui fait qu'on a des femmes maintenant qui, voilà, ne savent pas forcément comment faire de leurs finances, en plus d'être maintenant dans un nouvel écosystème qui est différent de celui qu'elles connaissent à la base. Et quand on parle de gestion financière, ça va plus loin, même l'épargne.
l'épargne de sécurité, l'épargne pour pouvoir développer une activité. Tu prends même à l'époque les mamans qui font des commerces parfois de manière formelle. Et donc, elle ne sait même pas où va son argent, pourtant elle est tout le temps en train de charbonner. Et c'est pas suffisant, comme tu dis. Et c'est totalement différent de nous, notre génération, qui avons parfois une bonne situation et on ne sait même pas où va l'argent. Et donc, quand tu prends conscience de cet impact culturel, comment est-ce que tu l'appliques à toi, du coup? Alors, j'ai eu la chance de voir mon père gérer ses finances. Alors, je suis la dernière de ma famille, donc je suis plutôt fille à papa. Donc, je suis très proche de mon père et donc j'ai pu voir comment lui, il faisait. Et je pense que je dois aussi dire que même si lorsque j'ai commencé à travailler, il y a eu cette phase où j'ai eu des difficultés avec l'argent que j'avais. Étant étudiante, je n'avais pas ce problème. D'accord, donc étant étudiante, tu arrivais à finir tes mois, à manger. Voilà, je faisais tout ce que je devais faire et je pouvais même épargner parce que si je me rappelle bien, mon premier bien immobilier, je l'ai acheté étant étudiante. C'est, je dirais en grande partie parce que j'ai vu comment mon père a fait. Et donc, j'ai gardé une certaine rigueur. J'ai toujours eu cette certaine rigueur. Je pense que je dirais que pour la phase, les premières années de travail, c'était simplement la folie d'avoir plus. D'accord. C'est très intéressant ce que tu dis parce que on ne peut pas s'imaginer qu'une personne qui a cette sensibilité pour l'investissement se retrouve à être ric-rac à la fin du mois, au moment où justement elle gagne beaucoup plus d'argent. Et toi, tu nous dis que c'était juste un coup de folie. En fait, c'est parce qu'on ne comprend pas que pour une bonne gestion financière, il faut 3 choses. Et il faut que ces 3 fonctionnent. Si les 3 ne fonctionnent pas, bon, il y aura un crack quelque part. C'est quoi? Alors, il faut un budget pour avoir franchement les idées claires, une feuille de route claire, je sais ce que j'ai. Il faut une épargne pour sa propre sécurité ou même pour pouvoir faire des projets. Et il faut investir. Alors, étudiante, j'avais pas... de toutes les façons, j'avais un budget très restreint étant étudiante. Donc, du coup, il fallait absolument que je puisse gérer cela au mieux ce que j'arrivais à faire. Mais lorsque j'ai commencé à travailler, cette même rigueur, je l'avais plus. Je n'avais plus de budget parce que je me disais, bon, je n'en ai plus besoin puisque j'ai assez d'argent. L'erreur qu'on fait tous. Voilà. Qui dit j'ai plus de budget, ça veut dire que je ne sais même pas si je peux épargner. Bon, éventuellement, j'épargnais malgré tout de manière automatique, mais pas grand-chose. Et investir n'était pas dans le projet à ce moment-là. Et donc, c'est là où je me rends bien compte. Et si tu n'as pas de budget, déjà, tu ne sauras même pas comment épargner, quoi épargner, parce que c'est ton budget en fait qui te dit, OK, voici la marge que j'ai. Maintenant, si tu épargnes et que tu n'as pas de budget, dès que tu as une facture que tu ne... soit un imprévu, soit quelque chose que tu n'as pas planifié, l'épargne là sera dépensée, tu es fragile. Et maintenant, si tu investis et que tu n'as pas d'épargne, si le business ou bien ce dans quoi tu as investi coule ou tourne mal, tu n'as pas d'épargne, alors tu n'as rien du tout. Donc, c'est un trio, en fait. Oui. Et du coup, il suffit un des 3 ne fonctionne pas pour que tu aies déjà une difficulté, je dirais ça comme ça. Si on revient sur la relation avec l'argent, est-ce que tu peux nous dire, de toi, ton expérience, de ce que tu as pu étudier chemin faisant, quelles sont les différentes relations qui reviennent souvent avec l'argent? Alors, je ne sais pas si je ne veux peut-être pas dire le mot relation, peut-être, mais ce que l'argent représente pour nous. D'accord. Parce que sinon c'est un petit peu ambigu, ce que l'argent représente pour nous. Il y a, je prends un exemple très banal, il y a des personnes pour qui l'argent représente tout simplement la sécurité. Si j'ai de l'argent, je peux dormir tranquille, je n'ai pas peur des imprévus, je suis à l'aise. Et on a pour qui c'est la liberté. Dans le sens où si j'ai de l'argent, vous ne me faites pas tout ce que vous voulez, j'ai de l'argent, donc je peux faire ce que je veux.
on en a pour qui c'est une preuve d'amour. Ça peut être une preuve d'amour de se dire que si je donne de l'argent à tel, si je soutiens tel, ben pour moi, c'est un signe d'amour et de loyauté. Ou on peut encore en avoir on peut encore avoir des personnes pour qui l'argent est un signe d'impact. J'ai de l'argent, donc je crée de la valeur pour avoir un impact. Et toi, du coup, qu'est-ce que, on va dire, l'argent représente pour toi? Je dirais, pour moi, simplement, l'argent est un outil qui me permet de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que pour moi, enfin, ça ne peut pas se résumer à un seul. Pour moi, un outil d'impact, sécurité, liberté. J'aime bien cet exemple parce que je crois qu'on m'a posé cette question il y a quelques jours. Pourquoi justement quand je parle d'argent et de liberté? Et je rappelais que nous sommes dans des sociétés où des décisions abusives peuvent arriver du jour au lendemain sans que voilà, on ne soit prêt. Et donc du coup, pour moi, savoir que j'ai assez d'argent me permet, par exemple, dans une entreprise où je sens que je suis pas à ma place ou maltraitée, de me dire, bah écoutez, je peux gentiment démissionner, j'ai pas de souci de je vais vivre comment demain, bah, parce que je sais que je peux subvenir à mes besoins, même si je ne suis pas employée dans cette société. Donc du coup, franchement, il n'y a pas de je ne vois l'argent que comme ceci, comme cela, ça dépend vraiment des personnes. Et pour moi, il y a plusieurs éléments qui se combinent. Donc, prenons l'exemple d'une femme, moi par exemple. Donc, je suis issue de l'immigration, j'ai un salaire, j'ai un revenu, mais je ne sais pas trop comment gérer mon argent, où vont mes finances. En plus, je suis ambitieuse, donc j'ai de grands rêves. Donc, comment est-ce que tu me conseillerais sur ma gestion financière? Je commencerai par te demander enfin, de clarifier ou bien d'avoir une vision claire de ton statu quo, dans le sens où il est important de savoir exactement quelles sont tes entrées et quels sont tes et quelles sont tes dépenses. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est d'abord par là qu'on saura effectivement à quel niveau tu te situes. Parce que avoir des entrées et des dépenses ne signifie pas forcément que tout va bien. Si on se rend compte, par exemple, que on a marqué nos dépenses et nos entrées et que quand on fait la différence, il y a plus de dépenses que d'entrées, là, c'est clair qu'on a une petite difficulté. En économie, on va dire que voilà, on vit au-dessus de nos moyens parce qu'en fait, on a besoin de plus que ce qu'on a. Mais il y a l'autre option où on a assez de revenus, ce qui fait que la différence est positive. Donc là, on sait instinctivement que avec cette différence, en fait, c'est notre marge maximale pour épargner. Donc, première chose à faire, c'est de clarifier, je suis dans le plus ou je suis dans le moins. Et deuxième chose, ce serait, j'imagine, d'arriver à épargner. Ça dépend justement de ton statut quo. Si tu es dans une position où tu n'as pas assez de revenus déjà pour combler tes dépenses, épargner à ce moment-là n'est peut-être pas la première chose à faire. La première chose à faire dans ce cas, c'est de voir dans ces postes de dépenses, qu'est-ce qu'on peut réduire pour au moins arriver à zéro. Zéro dans le sens où on a nos entrées sont équivalentes à nos postes de dépenses. Alors, tant qu'on n'a pas au moins la balance zéro, il n'est pas conseillé. C'est arriver à un stade où on inverse même totalement la balance, parce qu'une fois qu'on a équilibré, il faut pouvoir maintenant avoir moins de dépenses que d'entrées pour espérer épargner. Donc, si aujourd'hui, on a une personne qui rentre dans la vie active, et je l'avais évoqué, qui se dit, en fait, on n'a qu'une seule vie, il faut en profiter, parce qu'il n'a même pas de notion de gestion financière, qu'est-ce que tu lui dirais pour attirer son attention? Alors, je lui dirais que c'est vrai qu'on n'a qu'une seule vie, mais éventuellement, on aura des enfants. Éventuellement, on veut réaliser des choses en tant que personne. Et parfois, on a besoin simplement de se préparer pour réaliser ces grandes choses qu'on a envie de faire. Donc, du coup, même si on veut vivre la vie, se préparer
pour les grandes choses qu'on a envie d'accomplir, ce serait bien. Et justement, tu as des personnes qui ont vraiment peur pas peur de l'argent, mais presque ça ressemble à ça, qui ont peur de se questionner par rapport à leur gestion financière. J'ai déjà entendu des gens qui n'osent même pas regarder le compte bancaire. Peut-être qu'ils savent que le salaire va tomber, mais après, ils ont peur parce qu'ils se disent, mais est-ce qu'il y a encore de l'argent? Ils ne veulent même pas se questionner. Comment est-ce que tu conseillerais ces personnes, ou quelles clés tu pourrais leur donner pour apaiser leur relation avec l'argent? Alors, je leur dirais déjà de prime abord que l'argent n'a pas le droit d'avoir le pouvoir sur vos émotions. Ça veut dire que si penser à l'argent, regarder un relevé de compte devient une prison, une peur, alors il faudrait peut-être qu'on pense à changer la donne dans le sens où, en fait, c'est vous qui travaillez l'argent, c'est pas le contraire. Il est censé vous servir et non le contraire. Donc, essayez de vous dire que, déjà de comprendre pourquoi la peur est là, parce que faut simplement d'abord aller à la base. Pourquoi la peur est là. Et si on a peut-être peur parce qu'on sait que on a un découvert, on continue par pourquoi j'ai un découvert et comment faire ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être dans ce découvert. Donc vraiment de se dire que c'est nous qui avons le dessus sur l'argent parce qu'il doit rester un serviteur et non un maître dans nos vies. Le fait que, parce que tu disais dans les stratégies, quand tu accompagnais certaines femmes, tu demandais en fait c'était quoi l'objectif que la personne visait. Et au-delà même du conseil que tu viens de donner, je me dis prendre conscience de l'objectif qu'on vise dans la vie peut nous aider aussi à nous dire pour atteindre mon objectif, il faut que j'apaise ma relation avec l'argent et donc que je prenne la décision d'y voir plus clair et ensuite pouvoir mettre des choses en place. Parce que je pense que c'est aussi cette inconscience-là, où peut-être que le mot il est fort, mais c'est vraiment de ne pas avoir conscience de ce qu'on veut faire avec notre argent qui fait que on vit au jour le jour ou même... Oui, alors parce que tu as vraiment touché le point. En fait, l'argent est censé servir nos valeurs, mais si on ne sait pas on ne connaît pas nos valeurs et ce qu'on veut atteindre, bon, l'argent ne pourra rien faire. Ça peut simplement être je veux simplement, à la fin du mois, ne pas avoir peur. Je veux peut-être à la fin du mois être en mesure d'aller avec mes enfants au cinéma. Donc, on n'a pas besoin d'avoir, parce que parfois avoir the big picture, c'est souvent un peu difficile. Oui, mais en fait, étape par étape. En fait, c'est de se dire que qu'est-ce que j'aimerais faire et par rapport à cela, dériver en fait ce que l'argent peut faire pour te permettre d'atteindre ce que tu veux faire. Et donc, tu as écrit un livre. Ah, oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre-là? Je voulais juste transmettre ma connaissance. Parce que j'avais remarqué que le besoin est là. Il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de personnes, indépendamment du sexe, qui ont besoin de conseils financiers, qui aimeraient bien faire mieux avec leurs finances, mais ne savent pas forcément quoi faire. Déjà, dans toutes mes autres activités, j'ai les femmes comme cible première. Donc pour moi, pour rester aussi cohérente dans ce que je fais dans les autres domaines, il était clair que j'aurais un livre qui s'adresse premièrement aux femmes. Et c'est pareil, c'est la cible dans mes accompagnements. Donc voilà, ça suivait simplement une logique. C'était une suite logique, simplement pour soutenir mes sœurs, mes tantes, mes mamans, mes cousines, enfin, soutenir en fait toutes les femmes qui ont besoin en fait que cette connaissance pourrait aider. Et le livre s'intitule Femmes africaines et indépendance financière. Comment reprendre le contrôle de tes finances et bâtir ton patrimoine? Super intéressant. Je vous le montre. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre
en achetant le livre? Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Alors, la première chose qu'on va découvrir, c'est définitivement que lorsqu'on parle d'argent, on parle aussi d'émotions, qu'on parle de conflits intérieurs, qu'on parle en fait de relations. C'était important pour moi de mettre cela en parallèle parce que c'est juste on a remis toutes ces émotions en place, quand on a brisé tous les mythes qu'on peut avoir lorsqu'il s'agit de l'argent, qu'on est en mesure en fait de bâtir petit à petit une meilleure vie ou bien une meilleure gestion de ses finances. Donc, on parle de la relation, donc de tout ce qui est émotionnel lorsqu'il s'agit d'argent. Important aussi pour moi, c'était de donner concrètement, d'expliquer de la manière la plus simple les bases de la gestion financière. Donc, je parle de budget, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi est-ce qu'on a besoin. Je parle d'épargne, je parle des différentes méthodes d'investissement qu'on peut trouver, quel que soit l'endroit où on est. Parce que c'est vrai que je ne vis pas sur le continent, mais ce livre, franchement, s'adresse à toutes les femmes africaines. Donc, quel que soit l'endroit où elles peuvent vivre. Voilà. Et ce qui a été très important aussi pour moi, c'était parce que j'ai eu une gestion financière différente selon l'étape de vie dans laquelle je me trouvais. Donc, du coup, j'ai essayé de présenter un peu pour presque toutes les étapes de vie d'une femme, à quoi ça ressemble en fait ses finances ou sa gestion financière. Donc, on a un chapitre sur la gestion financière lorsqu'on est étudiante, qu'est-ce que ça veut dire, si on est jeune cadre, si on est entrepreneur, ou même si on est femme proche de la retraite, qu'est-ce que ça signifie pour nous. Donc j'ai essayé vraiment de prendre la femme dans sa totalité, dans son évolution, parce que justement j'ai pu remarquer dans ma chair que voilà, c'est des choses différentes. Super intéressant. Donc finalement, ton livre s'adresse à tout le monde, peu importe l'âge en fait, et peu importe le domaine dans lequel la personne est. Voilà. Quelle est la raison pour laquelle on doit absolument lire ton livre? Alors, je dirais que si on pense à l'héritage, à la transmission, c'est absolument le livre à avoir. Pourquoi je le dis? Parce que on a parlé aujourd'hui de toutes les folies qu'on peut faire lorsqu'on a de l'argent. Il y a des folies qu'on fait simplement parce qu'on se dit qu'on est tout seul. Donc, c'est notre argent, c'est à nous, on peut faire ce qu'on veut. Mais si on pense transmettre quelque chose, que ce soit à nos enfants, que ce soit à nos proches, aux enfants de nos enfants, alors on a une autre manière de voir ce qu'on a comme bien, comme argent, voilà. Et donc vraiment, je pousse toutes les personnes qui pensent héritage, qui pensent transmission, qui pensent descendance, vraiment à lire ce livre. Moi aussi, je vous invite à le lire parce que rien qu'avec le titre, et on l'a évoqué dans notre échange, tu as parlé de l'aspect culturel aussi. On a ce besoin-là de reconnaissance, de se sentir compris. Et toi, tu sembles avoir compris certaines nuances, certaines particularités qui s'appliquent aux femmes africaines qu'on ne voit pas partout ou peut-être même qui ne se disent pas dans les formations en gestion financière, sur les vidéos YouTube et autres. Donc, pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez absolument lire le livre parce qu'il va s'appliquer à votre propre réalité. Et elle a parlé d'héritage, de descendance. Ne le voyez pas forcément comme quelque chose de grandiose, mais je pense qu'à travers le livre aussi, vous allez avoir des clés pour vous-même, vos objectifs mensuels, annuels, déjà pour apaiser votre relation avec l'argent, pour ensuite penser à cette partie héritage culturel, descendance et autres. Enfin, héritage, descendance et patrimoine, j'allais dire, pas culturel. Et donc, Patrick, où est-ce qu'on peut retrouver ton livre? Le livre coûte 23 €. Alors, le livre en version papier est disponible sur Amazon, en version numérique aussi sur Amazon, mais je pense qu'il est 9 € en version numérique.
Et si vous souhaitez avoir des exemplaires dédicacés de ma part, il est disponible sur mon site personnel. D'accord. On mettra tous les liens en description. Et j'ai une très bonne nouvelle parce que Patrick a décidé de faire une réduction pour les abonnés de Résonance. Donc 10% en moins. Mais pour en profiter, il va falloir passer par le site internet. Donc on mettra le lien vers le site internet et vous avez 10% de réduction pour avoir le livre. On arrive à la fin du podcast et on a aussi un rituel de fin. Le message dit recommencer, faire quelque chose de nouveau. Ne reste pas dans un environnement qui n'est pas le tien. Essaie, tente. Il y a de fortes chances que tu trouves ta voie. Ben, je dirais c'est d'avoir toujours un esprit ouvert, de ne pas en fait se mettre de barrières. Et je veux dire, ça colle tellement bien. La gestion financière, ça prend petit à petit, c'est pas à pas. On ne quitte pas de 0 à 1 million d'un jour à l'autre, mais on commence par 1 euro et ensuite on peut arriver éventuellement au million. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux adresser avant qu'on ne dise au revoir? Juste vous dire que de ne pas avoir peur de l'argent. L'argent reste un outil qui est là pour nous servir en fait. Et même si vous avez eu des erreurs dans le passé, dans vos finances, ben, aucune erreur ne définit en fait l'avenir de vos finances. Donc n'ayez pas peur de recommencer, d'apprendre les bases, de vous relever. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à chercher un soutien autour de vous, mais sachez qu'en fait c'est possible d'avoir de meilleures finances. Voilà. Eh oui, c'est possible. Et en fait, finalement, même sans le vouloir, on vit un peu pour gagner de l'argent finalement. Parce que quand tu cherches du boulot, tu cherches une stabilité, c'est pour gagner de l'argent. Et c'est dommage, enfin, de ne pas avoir conscience de comment gérer ses finances. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir Patrick pour nous sensibiliser là-dessus. Donc, mon conseil final, ce serait vraiment pour ces personnes-là qui n'ont aucune notion de ce qu'est la gestion financière, d'apprendre à s'y intéresser. Ça ne vous coûte rien. On ne vous dit pas de devenir de grands investisseurs, de devenir vous-même coach en finance, non loin de là, mais de pouvoir gérer même votre vie du quotidien, de pouvoir offrir des vacances à vos enfants quand vous en avez envie, de pouvoir avoir cette liberté d'esprit déjà, pas forcément financière, mais liberté d'esprit, de se dire que je suis en paix avec la manière dont je gère mes finances. Et ça, ce serait mon conseil de fin. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis, d'être restés jusqu'à la fin de ce podcast. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de notre échange avec Patrick. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je pense qu'elle se fera un plaisir aussi de vous répondre. Et si vous avez besoin d'accompagnement, elle pourra aussi vous accompagner dans votre gestion financière. En tout cas, merci à toi. Merci encore pour l'invitation. On te souhaite une belle continuation. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye!